bien donc une vidéo sur la remontée de filière, ce qu'on appelle la remontée de filière en économie, et la théorie d'Akamatsu, qu'on appelle la théorie du vol d'oie sauvage. Donc, si vous voulez, dans la théorie d'Akamatsu, ce qu'il faut comprendre, c'est que le libre-échange est quelque chose de positif, pour une simple et bonne raison, c'est que ça permet à un pays d'accueillir des firmes multinationales, et donc en fait de s'inspirer de la technologie de ces firmes, d'imiter, voire d'améliorer la technologie, et ensuite ça permet au pays de devenir exportateur de cette technologie. C'est-à-dire, encore une fois, on parle de transfert de technologie, c'est-à-dire que les pays les plus avancés vont transférer leur niveau technologique aux autres pays. D'accord? Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette théorie. Donc Kaname Akamatsu, c'est lui. Et en l'occurrence, les pays asiatiques sont, comment dire, les meilleures illustrations possibles, me semble-t-il, de cette remontée de filière. Si vous prenez par exemple le Japon, hein, en une quarantaine d'années, le Japon a rattrapé son retard technologique sur les pays les plus avancés. Si vous prenez les dragons asiatiques, Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan, il a fallu à peu près une bonne trentaine d'années. Et enfin, si vous prenez la Chine plus récemment, la Chine a mis une vingtaine d'années en fait pour rattraper son retard technologique. Donc, je vais prendre l'exemple du Japon pour vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. En fait, dans un premier temps, au Japon, hein, le pays n'exportait quasiment que des matières premières et devait importer en fait tous les produits manufacturés. Et puis, dans un deuxième temps, ben, le Japon va commencer à substituer les importations, c'est-à-dire que le Japon va monter en gamme et va commencer à, si on reprend ce petit document-là, va commencer à développer sa propre sidérurgie, sa propre métallurgie, pour, dans un autre temps, ensuite développer des produits à valeur ajoutée encore supérieure, c'est-à-dire l'automobile. Et donc, à partir d'une dernière phase, la balance commerciale du Japon devient largement excédentaire, puisque le Japon en fait va exporter massivement de la sidérurgie, de la métallurgie, bref, de l'industrie lourde. Et ça va permettre, ça va donner les capacités au Japon en fait d'investir dans des technologies à plus forte valeur ajoutée. Et donc c'est comme ça que le Japon va développer son industrie automobile avec la mise en place du Toyotisme, les 5-0, la méthode Kanban, comme vous le savez. Puis ensuite, dans un dernier temps, euh, commencer à développer, puisque en fait Toyota est toujours aujourd'hui le premier constructeur au monde, donc on comprend bien que la balance commerciale du Japon permet comment dire, de dégager des recettes qui vont être investies dans des technologies encore plus avancées, et notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà. Et si vous voulez, on peut comprendre la théorie d'Akamatsu en faisant référence à une autre théorie, alors qui vient après, hein, d'accord, la théorie d'Akamatsu. Donc Akamatsu ne s'inspire pas directement de la théorie de Vernon, hein, qu'on soit bien clair. Par contre, il y a quand même un lien entre les deux. Vernon a développé ce qu'on appelle la théorie du cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 phases dans un produit. Il y a une phase d'introduction, où là, hop, je vais vous mettre les étapes, ce sera plus simple. L'introduction ou le lancement, c'est-à-dire que le produit va être réservé au marché national et encore plus spécifiquement aux plus fortunés, hein, d'accord, aux classes moyennes supérieures et aux plus fortunés du pays. C'est-à-dire que c'est pas encore un produit qui s'est démocratisé. Et en fait, il y a peu ou pas d'exportation. Puis ensuite, il y a la croissance qui se développe. Le produit commence à être fabriqué en plus grande quantité, donc il y a des économies d'échelle qui vont se faire. Il va y avoir également plus de concurrence sur le marché, tout ça va se traduire par une baisse des prix, et donc bah, la population du pays va y avoir accès, et accessoirement, le pays va commencer à exporter dans les autres pays du monde, notamment à destination des classes supérieures des autres pays du monde. Ensuite, vous avez la troisième phase qui correspond à la maturité. La concurrence à ce moment-là devient extrêmement forte. Et donc, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont commencer en fait, hein, progressivement à se délocaliser à l'extérieur pour essayer de profiter d'une main-d'œuvre moins chère. Et donc, le pays va commencer à exporter de moins en moins. Et puis ensuite, vous avez le déclin, c'est-à-dire qu'en fait, le pays va arrêter cette production parce que le pays va s'occuper d'une production à plus haute valeur ajoutée. Et dans le modèle, hein, le pays finira par importer le produit dont
il est à l'origine, en fait, parce que tout simplement, il est monté en gamme, hein, d'accord? Et donc, il se consacre à la production de biens à plus forte valeur ajoutée. On pourrait prendre l'exemple des télévisions, hein. Les États-Unis sont à l'origine de la télévision, et aujourd'hui, les télévisions sont principalement fabriquées dans des pays comme la Chine, donc les États-Unis deviennent de ce fait importateurs de ce genre de produits. Alors, si vous voulez, quel est le lien entre Akamatsu et finalement le cycle de vie du produit? Tout simplement, je vous ai fait un petit schéma en fait, hein, qui résume cette idée-là. Si vous prenez, donc c'est encore une fois, hein, c'est un modèle, hein, la réalité est beaucoup plus complexe que cela, mais vous avez donc un nouveau produit qui provient des États-Unis, introduction donc réservée à la entre guillemets la bourgeoisie du pays en question, puis ensuite la croissance. Le produit se diffuse au niveau des États-Unis et commence à être exporté au niveau, enfin, dans des pays étrangers, mais encore une fois, hein, produit réservé aux classes aisées, hein, des pays étrangers. Puis ensuite la maturité, économie d'échelle, forte concurrence, les prix baissent. Et puis, vous voyez, à ce moment-là, on commence à voir le déclin s'amorcer, c'est-à-dire que parce qu'il y a une très forte concurrence, le pays va commencer à délocaliser sa production dans des pays un peu moins développés. Là, en l'occurrence, on va considérer que c'est l'Union européenne. Et vous voyez, ici, c'est l'Union européenne qui va commencer progressivement à produire le bien, encore une fois, hein, qui a été créé au départ aux États-Unis. Et les États-Unis vont arrêter progressivement sa production jusqu'à l'importer, d'accord, et plus du tout le produire. Donc l'Europe prend la relève, et puis il va se passer exactement la même chose en Europe. Au bout d'un moment, l'Europe va laisser cette production aux pays en voie de développement. Voilà. Donc, il est là le lien entre la théorie du vol d'oie sauvage et puis le cycle de vie du produit de Vernon. Et juste pour terminer là-dessus, finalement, pourquoi ce terme vol d'oie sauvage? Ben, tout simplement parce que la remontée de filière, les courbes de la remontée de filière prennent en fait un petit peu la forme de l'envol d'oie, euh, tout simplement. Donc on voit bien ici la philosophie asiatique, hein, derrière le nom de la théorie d'Akamatsu. Et regardez, donc vous avez en vert, hein, les produits de première génération, donc à faible valeur ajoutée. Le pays va les produire, puis ensuite va commencer à arrêter de les produire et va les laisser à d'autres pays moins développés, va monter en gamme en fait, avec des produits de seconde génération, et ensuite va encore monter en gamme vers des produits de troisième génération à très forte valeur ajoutée. Alors, la vraie question à se poser, me semble-t-il, et c'est ça qui est intéressant dans cette théorie, c'est pourquoi les pays asiatiques ont réussi à faire cette remontée de filière extrêmement rapidement, alors que les pays d'Afrique subsaharienne n'y arrivent pas. Alors, la première explication, ça a un lien avec le chapitre sur la croissance. Il y a une très forte stabilité politique, déjà, et il y a des institutions stables et fiables dans ces pays-là. Et donc, bah, ça incite les entreprises étrangères, les firmes multinationales à venir s'installer. Ça, c'est la première chose. Donc finalement, ce sont des pays qui vont apporter des investissements directs à l'étranger, d'où, encore une fois, l'importance, hein, le lien avec le libre-échange, puisque je vous rappelle qu'on est sur le thème de la mondialisation, et que cette théorie, en fait, nous explique pourquoi la mondialisation est quelque chose de positif finalement pour les pays. Et puis la deuxième explication, c'est que en fait le transfert de technologie et la remontée de filière, la montée en gamme d'un pays en fait n'est possible que si la main-d'œuvre est qualifiée. D'accord? En fait, pour utiliser le jargon des économistes, on va dire que la population doit être en capacité d'absorber le progrès technique, et pour ce faire, il faut des investissements très très importants dans le capital humain, c'est-à-dire dans le système scolaire et dans le système universitaire. Ce qu'ont fait les pays asiatiques. On comprend bien que si maintenant on fait référence aux pays d'Afrique subsaharienne, la stabilité politique n'est pas là, les institutions ne sont pas aussi stables que dans ces pays-là. Et puis malheureusement, ce sont des pays qui n'investissent peut-être pas suffisamment en capital humain, et donc ça nuit au transfert de technologie. En tout cas, vous avez une très très belle théorie ici qui nous montre finalement pourquoi le libre-échange permet aux pays de se développer beaucoup plus vite que s'ils étaient en autarcie. Encore une fois, ce transfert de technologie, cette remontée de filière serait impossible si le pays faisait le choix de se protéger et de rien importer du tout. Voilà.